Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Good Luck, Have Fun, Don't Die, un film sorti en 2026 de Gore Verbinski avec Sam Rockwell, Hayley Lu Richardson, Michael Pina et aussi Juno Temple. C'est un film qui a coûté 20 millions, il en a rapporté à peine 10 dans le monde, il dure 2h14. Et qu'est-ce qui se passe pendant 2h14 ? Eh bien, c'est l'histoire d'un homme arrivant du futur qui utilise le voyage dans le temps pour se retrouver à Los Angeles, où il tente de recruter des clients dans un diner. Il leur explique qu'il a besoin d'aide pour combattre une intelligence artificielle malveillante. Ta-ta-ta-ta. Ce film a eu une petite médiatisation discrète pour le retour de Gore Verbinski à la réalisation. Je vais faire un retour rapide parce que malheureusement le film il n'est pas forcément très folichon. Ça ressemble à quoi son retour avec ce film comme ça ? Je dirais que c'est un retour par la petite porte, c'est un film quand même un petit peu bizarre. C'est une sorte de comédie de science-fiction qui sort un peu du cadre, mais comme le disait Stéphane Moïsakis, c'est un film trop normal pour ce qu'il veut être. Et je pense, mis à part ce petit jeu de mots, cette petite formulation, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. On se veut, voilà, sortir du cadre par une structure un peu éclatée par des flashbacks, par certaines imageries de science-fiction, mais au final tout rentre un peu dans le rang d'une certaine conformité, dans le rang d'une certaine lassitude aussi, et aussi dans le rang d'une certaine vision de la technologie. Mais c'est d'abord une œuvre de mixité. Alors, je ne parle pas de mixité, de pot pourri comme pouvait l'être Everything, Everywhere, All at Once. Non, on n'est pas sur ce registre-là. En tout cas, pas totalement. On est sur une mixité de genre, en effet. C'est de la série B. Et il y a aussi une envie de crédibilité. Donc il faut faire tenir tout ensemble. Il faut être un petit peu, souple. Et je pense que Verbinski a toujours été assez souple quand nous voyons les différents styles mélangés dans ces Pirates des Caraïbes ou Lone Ranger que j'ai revu récemment. Eh bien oui, il y a quelque chose de l'ordre des références, de l'ordre de la mixité, de l'élasticité des styles dans sa mise en scène et aussi dans ce qu'il convoque de l'histoire du cinéma. Mais voilà, il ne faut pas se sentir écrasé. Ce film-là, en étant petit budget, a plus de marge pour faire des choses, mais finalement c'est aussi vouloir faire trop de choses pour son retour, et le film en pâtit un petit peu. J'avais lu dans une critique que ça ressemblait à Un jour sans fin. Non, pas du tout. Je vous rassure, même si c'est quelqu'un qui vient du futur et qui essaye de créer des boucles pour avoir, l'équipe parfaite, ça nous est dit. Ça nous est pas forcément montré. Ça nous est vaguement montré à un moment, mais c'est absolument pas comparable avec Un jour sans fin. Parce que dans ce film-là, le héros commande son retour en boucle. Alors que dans Un jour sans fin, le pauvre Bill Murray, il ne sait pas ce qui lui arrive, il prend déjà beaucoup de temps pour comprendre ce qui lui arrive, et après, il ne fait que subir et essayer de s'arranger avec le temps qui lui est imparti. Le film est d'une instabilité stimulante. C'est un film qui finit par un peu tout diluer. C'est-à-dire qu'il a de très bonnes idées, mais elles s'annulent un petit peu toutes entre elles. Vous savez, on a un peu à moitié l'impression d'être devant un film de Terry Gilliam, ou tout du moins dans son territoire, et en même temps, on a cette impression que le film est terriblement prévisible, et pourtant incompréhensible, parce qu'on ne sait pas exactement la finalité. On dit tout ça pour ça, ok, et finalement, on ne sait pas. Prévisible également dans la finalité de ces flashbacks. Des flashbacks, des fois, qui ne sont là que pour créer, une impression de mini-série, de recueil de courts-métrages. Alors, le début, il est pas mal. Voilà, le début, on a tout d'un coup, on a cette scène du diner qui est un petit peu la promesse du film. Mais au bout d'un moment, tout s'écroule. J'ai eu cette impression de me retrouver devant Mickey 17. Donc le film là de science-fiction avec Robert Pattinson, où on comprend les prémices, ça avait l'air intéressant, et peu à peu on s'en fout. La chose nous glisse entre les doigts, spectatoriellement parlant évidemment. La chose nous glisse entre les doigts et on n'a même pas envie de la rattraper. Et je pense que c'est typiquement un film qui ne devrait pas durer aussi longtemps.
C'est long. C'est long, et c'est les flashbacks aussi qui prennent de la place. Hein. Le film fait 2h14 alors qu'il devrait faire 1h45, 1h50, grand maximum, générique compris. C'est un long métrage qui est fait de plein de petits courts-métrages. Et c'est interminable. Oh là 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 là. Et il se passe pas grand-chose au final. Hein. Alors c'est intéressant de se permettre un monologue dans une scène de 13 minutes au début du film. Mais après 30 minutes du film, on se rend compte qu'on est toujours dans le diner. Et pourquoi ? À cause des flashbacks. Et là on se dit, non mais là faut aller plus vite. Parce que c'est finalement qu'une seule nuit. Le film, il n'y a aucun problème à ce qu'un film ne dure qu'une seule nuit au sein de sa diégèse. Mais il y a une sorte de surcharge thématique qui fait que l'arc principal n'avance pas, et quand il avance, il est à peine divertissant. Et quand je parle de surcharge thématique, je veux dire par là des thèmes qui sont très forts, mais qui ne sont plus là pour du contexte de personnages. Vous savez par exemple les tueries de masse. Le personnage, je crois, de Suzanne, joué par Juno Temple, elle a perdu son fils dans une tuerie de masse. Ok, c'est un sujet très important. Mais c'est une toile de fond, on ne fait pas vivre ce sujet-là, c'est un point de départ. Ça éparpille un peu les enjeux, ça éparpille aussi les centres d'intérêt du spectateur, et à vouloir tout faire, eh bien, ça disperse le focus sur quoi que ce soit. Les flashbacks, présentés comme ça l'est dans le film, c'est plus une écriture de série, où des épisodes sont dédiés entièrement au passé d'un personnage. Eh bien ici c'est un peu la même chose, ça donne des directions, j'ai envie de dire trop différentes, et qui après essayent d'avoir une sorte d'écho, de résonance dans le présent, au point que, évidemment, puisqu'il n'y a qu'une seule ou deux personnes qui ont été sujets au flashback, eh bien ils sont obligés de dire ce qu'ils ont vécu dans le flashback dans le présent. C'est insupportable, il y a une redondance d'informations. Moi je pense par exemple aux deux professeurs avec les portables. Hein, on voit que sur les portables ils sont happés par l'énergie du portable, et ils sont obligés bien sûr de le redire dans le temps présent. Hein, donc ça surcharge, ça répète les informations, et ça répéter les informations régulièrement, vous savez, c'est une... et ça c'était Matt Damon, je crois qu'il le disait à demi-mot dans une interview pour The Rip, c'est une écriture de série, rappeler les choses constamment. Ça fait ressembler terriblement à une série, ce film. Ce n'est pas un film, c'est une espèce de structure de sketch qui crée des problèmes de rythme partout. Il y a des situations lourdes en plus, rajoutées à ce problème de structure. Vous savez, à un moment, il y a un mec, il braque les héros. On a 2 minutes de dialogue. Montre en main, 2 minutes de dialogue. Une espèce de ping-pong vaguement marrant, vraiment un sketch comique un peu arriéré. Et tout d'un coup, il se fait renverser. Et puis voilà, la scène, elle s'arrête. Et on se dit, ok, donc ces 2 minutes, elles ont servi à rien. Quel est l'objectif de ces 2 minutes ? L'absurdité d'un dialogue qui ne mènera à rien, c'est un peu cher payé ça. 40 secondes, ça aurait suffi. Ça étire artificiellement le film, c'est horrible. Vous savez, à un moment, il trouve l'enfant, donc l'espèce de génie qui est en train de coder l'intelligence artificielle. Il trouve l'enfant, il monte pour le voir, parce qu'il est sur une espèce de pile. On a le personnage de Sam Rockwell du futur donc, qui tape l'enfant. Ils descendent pour essayer de le refaire prendre conscience et le remontent sur la pile. Pour après, revenir au point de départ. Voilà, donc on a passé 2, 3, 4, 5 minutes dans une scène qui aurait pu être enlevée. Voilà, que ça. Enfin, que ça. Pas que, hein, mais il y a beaucoup de ça. En plus d'une structure branlante, eh bien, le propos du film même est un petit peu vieux, qui peut être justifié aujourd'hui, hein, c'est pas un problème, hein, c'est vraiment, vous savez, les épisodes critiques de Black Mirror, une critique du concept de technologie même. À ce niveau-là, on a beaucoup de films sur la paranoïa de la technologie, le film ne va rien approfondir, s'il y avait moins de flashbacks et moins de détours, il y aurait peut-être plus de consistance sur la technologie. Il ne le fait pas parce que ça ralentirait encore une fois le film, qui est déjà bien ralenti. Alors c'est un film qui nous fait un peu la leçon sur la technologie sans aller plus loin. Le pouvoir des attractions, des images poubelles, hein, dès le début du film. Dès le début, on nous le présente, la séquence avec la jeune culture poubelle, avec les profs
voilà, où les gens ne savent même pas qui est Tolstoï, ouais c'est un boomer ou je sais plus ce qu'il dit, c'est très réussi, c'est un petit peu vrai aussi, hein. Faut pas croire que c'est une vue de l'esprit de certaines personnes âgées, hein, ou même de ma génération. Non, c'est vraiment un vrai problème culturel autour des images, autour de la culture même, comment elle va être transmise. Elle va être transmise en petits bouts TikTok auprès de jeunes générations qui feront des démarches de se renseigner un peu plus que simplement un TikTok de 1 à 3 minutes. Vous savez, moi ça revient un petit peu à ce qui est dit dans le film, hein. Nous sommes des robots avant d'être des robots. Vous savez, ce sont ces mots qu'ils répètent sans cesse, les clones, l'aliénation littéralement dans le film, hein, thank you for your service, dès qu'ils croisent quelqu'un qui leur semble être militaire. Et il y a même à un moment un mec qui dit oh bah j'avais juste une casquette de la Navy et il m'a dit ça. Voilà, c'est ça, c'est l'aliénation, c'est plus faire la distinction, c'est vraiment, vous savez, les gens, vous savez, vraiment les personnages non joueurs dans les jeux qui disent salutations, voilà, alors qu'on leur a rien demandé, hein. Et c'est en cela que le passage de segment de Suzanne est aussi très intéressant, c'est l'absolue volonté de tout contrôler pour son propre confort, pour finalement se retrouver avec des machines, hein, son enfant qui devient un clone pub, vous savez, donc c'est le clone de son enfant tué par cette tuerie de masse, qui revient à la vie. Alors elle est toute contente, mais elle voit qu'il y a des trucs bizarres, et tout d'un coup au milieu de la balade en voiture, il y a l'enfant qui se tourne vers sa mère et qui lui dit oui, il faudrait acheter ça, c'est le meilleur produit sur le marché et tout ça, et elle comprend pas, elle panique un petit peu. Donc il y a un peu de ça aussi, vous savez, quand on parle avec les gens et qu'on se rend compte qu'ils sont en train de nous faire des articles alors qu'on leur a rien demandé. Vous savez, ça c'est vraiment quelque chose que nous pouvons percevoir dans le réel. Tout semble robotique. Finalement, même sans le vouloir, je pense qu'il y a eu quelque chose de ça aussi, l'empathie des mères envers Suzanne quand elle est dans le commissariat, je crois, c'est tout aussi robotique. Ou les ados zombies et les profs paniqués. Et ça, c'est pas les profs qui vont me dire le contraire, hein. C'est à charge dès la première minute du film, hein. On voit les gens qui regardent leurs conneries sur leur portable plutôt que de se concentrer sur le réel, hein. Les servantes du diner sont reléguées à des silhouettes fragmentées. Ce n'est plus la question, vous savez, de donner du pourboire à la servante dans la première scène de Reservoir Dogs. Dans Reservoir Dogs, les gens se posent la vraie question de donner de l'argent à quelqu'un d'incarné, à une servante dans le diner. Voilà, donc on considère que le monde autour de nous existe. Ici, le fait d'enchaîner, de commencer le film par des fragments où les gens sont peu identifiables, nous montre déjà qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fragmentation du monde, de la robotisation du monde, de l'inhumanité du monde. Est-ce que ceci veut, dans ce cas-là, nous donner l'impression que ceux qui ont écrit ou fait ce film, ce sont des vieux cons, des Roland de vieux cons? En quoi ce serait quelque chose issu, voilà, d'une espèce de vieille génération qui voit comme une mauvaise chose l'arrivée des technologies? Force est de constater qu'au niveau des relations humaines, ça n'a jamais été aussi pire que maintenant. Alors oui, les informations circulent plus vite, oui, il y a des choses peut-être positives, mais on n'a jamais eu des générations aussi isolées. Et ça, personne ne pourra dire le contraire. Et finalement, c'est notre humanité qui est en jeu à ce moment-là. Et en cela, ce n'est pas un discours de vieux con. C'est peut-être un discours qu'on a trop souvent entendu, ça je l'entends. Mais ce n'est pas un discours de vieux con. Je dirais aussi que le film ne s'arrête pas simplement à ces discours vis-à-vis de la technologie. C'est un discours anti-société, parce qu'on a vraiment l'impression avec le personnage de Sam Rockwell que c'est un anarchiste, vraiment anti-société, anti-jeune, anti-réseau, avec un ton légèrement outrancier, mais quelque chose qui veut taper sur tout. Voilà, et bien sûr, quand on veut taper sur tout, on tape sur rien, plutôt que se concentrer sur un point. Mais c'est dit dans le film, quand on a le visiteur qui dit oui, les réseaux sociaux ont érodé votre dignité. Ah là, je suis assez d'accord avec ça. Le nombre de gens qui sont prêts à se faire du mal pour paraître sur les réseaux sociaux. Vous savez, par exemple, tous ces jeunes influenceurs qui partent en Turquie pour se faire limer les dents, pour après se faire poser des espèces de plaques, pour avoir des dents blanches et brillantes, alors que ces pauvres jeunes, ils n'ont même pas 25 ans. Qu'est-ce que ça va être à 40 ans? Ça va être très terrible, ils vont porter des dentiers. Voilà, ça
Ça, c'est une conséquence aussi de s'afficher sur les réseaux sociaux et de vouloir être sur les réseaux sociaux. Et le fait aussi, nous pouvons le percevoir très clairement, que l'IA s'invite dans nos vies, dans chaque recoin. Nous pensons par l'IA. Ou devrais-je dire, nous avons une idée qui n'est pas très bien formulée, mais plutôt qu'essayer de la formuler du mieux que nous pouvons nous, eh bien l'IA va la formuler à notre place. Et finalement, peu à peu, nous faisons moins d'efforts intellectuels pour formuler des mots, chercher des expressions, et nous laissons l'IA faire le travail à notre place. Et on est pris de court par cette technologie. Vraiment, cette technologie, elle nous a coupé l'herbe sous le pied. Et je pense que le film ne déploie pas l'argumentaire de scène et d'artifice de cinéma pour nous parler de ça. C'est, comment dire, une réflexion que vous vous faites au fur et à mesure qu'on voit le film, mais qui n'a pas de corps dans le film. On pourrait dire, oui, on combat la marchandisation du monde, filme le monde qui ne va pas devenir plutôt qu'un monde qui est déjà, tout ça. Oui, très bien. On peut avoir ces réflexions quand on a terminé le film, mais c'est pas incarné dans le film. Je dirais pas que c'est si boomer que ça. C'est simplement une réaction à la technologie, très bien. Mais c'est difficilement incarné dans le film. Vous savez, vraiment là, ce que je vous dis, c'est ce que m'a évoqué le film. Mais dans le film même, il n'y a pas tout ça. Hein. On a des vagues plans sur les portables, en effet, qui zappent l'attention des jeunes. Mais c'est pas pour autant qu'on peut aller jusqu'au point de dire « oui, les téléphones ont tué l'humanité » et tout ça. Ça, le film ne va pas aussi loin que ça. Alors en effet, il y a une détestation de cette technologie. Moi, je pense que ce que le film veut nous dire, c'est que se jeter sur la technologie comme on le fait, d'une certaine façon, il faut être fou. Et généralement, ce sont celles et ceux qui peuvent se payer cette technologie qui, après, reprochent à des gens d'être technophobes. C'est quand même un peu ridicule. Mais tout ça, dans le film, ça a pas beaucoup d'existence. Hein. Et je dirais pas que c'est une œuvre cynique. C'est plus un miroir. Et on aime les miroirs, on s'aime à travers eux. Mais tout ça a du mal à être présent vraiment dans le film. C'est plus un micmac. Vous savez, ça ressemble un peu à des films d'urgence par rapport à maintenant. Hein. Vous savez, les premiers films à parler d'une thématique actuelle sont toujours un peu casse-gueule. Hein. Ça s'attaque tout de suite à la culture du téléphone, alors que je pense qu'il y a plus de choses qui se sont déployées derrière. Et tout ça, c'est un gloubi-boulga qui finalement a du mal à créer une pression, une tension. On pressurise, donc on ne donne pas le temps d'expliquer les choses, et quand on prend trop de temps à expliquer les choses, on ne pressurise pas. Et donc on s'embrouille par la rapidité des informations données dans le film. Il y a aussi une difficulté qui n'est absolument pas présente. On nous dit « attention, ce sera une mission très dangereuse » et tout ça. Mais franchement, les gags qui sont présentés, les péripéties, les obstacles, bah oui, là on voit que c'est un tout petit budget, hein, c'est 20 millions, oui, bah ça se voit. Ça se voit, c'est par un manque de budget qu'on a un vague jeu de cache-cache dans 2-3 dépotoirs et après dans une banlieue pavillonnaire. Vraiment, c'est pas très impressionnant, hein. C'est à peine l'impression d'un jeu vidéo. Hein. Et puis la fin, c'est un bordel disgracieux, c'est 30 minutes de tunnel, c'est assez long. Avec toute cette révélation sur fond vert, comme quoi la mère, ce serait la gamine. Bon, je suis vraiment pas convaincu de ce ressort dans l'histoire. Alors, je l'ai pas vu venir, je suis un bon spectateur, mais je suis pas sûr que ça rajoute quelque chose au film. Et cette espèce de fin heureuse, oh, elle est rigolote parce que ça fait penser un peu à une fin heureuse, un peu comme une IA qui aurait programmé des choses pour nous et on repartirait dans une boucle. Mais on ne sait pas trop ce qu'on cherche, donc ce qu'on sait, ce qu'on doit comprendre, c'est censé être effrayant, un peu comme l'IA, mais finalement on s'en fout. Et on voit cette lourdeur d'artifice scénaristique qui arrive, et on voit ça, on se dit oui, et alors ? C'est parce qu'il y avait tellement rien dans ton film que tu étais obligé de stimuler via un artifice aussi grossier. Moi je suis vraiment pas convaincu. Ce que je pourrais laisser au film, c'est le personnage qui vient du futur. Alors généralement, quand on vient du futur, on a tendance à se cacher, à ne pas le dire. Mais là, le mec, il en a rien à foutre. Le mec, il est habillé comme le roi des clochards, et en plus, il est un peu fou, voilà. Il est sage et fou en même temps. C'est-à-dire que
c'est le plus fou, soit c'est le plus sage dans la pièce, dans le diner. Et le film ne joue pas sur une ambiguïté, est-ce qu'il est vraiment du futur ou non, on ne sait pas. Non, ce sont les personnages qui le disent, mais il est clair que dans l'esprit du spectateur, c'est quelqu'un qui vient du futur. C'est quelqu'un d'ailleurs qui convoque le futur, puisqu'on a un moment justement des flash-forward. Il n'y a que lui qui convoque ces images, ce pas les autres. Les autres viennent du passé, donc convoquent des images du passé, des flashbacks qui leur sont dédiés. Un personnage qui est un petit peu ambigu, c'est une combinaison. Et ça rend le personnage très instable. Et en cela, pour moi, c'est un peu un Jack Sparrow, le personnage joué par Sam Rockwell. Ultra anxieux, très humain. Avec ce film, je me rends compte que le véritable génie de Jack Sparrow, ça vient pas tant de Johnny Depp que de Gore Verbinski, qui écrit ses personnages comme des personnages de films muets. Et puis ce personnage-là, il va recruter des gens normaux, mais qui ont des cicatrices, laissées par l'avènement de la technologie. Et donc on a de larges backstories pour certains et pas pour d'autres. Et donc curieusement, on voit des personnages qui sont dispensables, et ceux qui ne le seront pas. Et je trouve ça dommage, parce qu'on pourrait laisser la chance à tout le monde, avoir peut-être des flashbacks plus courts, mais avoir justement une petite backstory pour chaque personnage proposé, pour qu'on ait toutes les personnes à égalité. Mais ce n'est pas le cas. On n'a que quelques personnages qui vont être les élus, qui vont suivre l'aventure jusqu'au bout, ou presque jusqu'au bout. Moi je pense à Michael Pina qui est formidable, hein. C'est un espèce de mec paniqué qui ne veut pas enseigner, en tout cas qui ne veut pas enseigner aux jeunes. Il dit « j'aime pas les gens » et il y a sa collègue qui se retourne et qui lui dit « c'est à peine des gens ». Moi je trouve ça très juste. Alors bien sûr tout ça, on a des espèces de caricatures, ce sont des gens vous savez qui ont des émotions par raccourci. Donc c'est un petit peu ça aussi. Juno Temple, je ne l'avais même pas reconnu. Je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était dans Black Mass, et ça remonte à 2015, donc forcément. Mais ce sont des personnages qui sont un peu en couleur pour faire vivre un peu plus les scènes, entre, vous savez, des gens qui abandonnent, qui sont dans une espèce d'apathie, et des gens complètement fous. Les plus irrationnels des personnages n'abandonneront pas. C'est peut-être la marque de fabrique, finalement, de Gore Verbinski, quand on voit le Mexicain, la souris, Rango, les plus irrationnels, les plus invraisemblables, les plus fous de ces personnages sont ceux finalement qui arriveront jusqu'à la fin du parcours. Je parle d'être irrationnel, j'ai envie de dire que Gore Verbinski est aussi un petit peu irrationnel dans certains de ses choix, dans certains aussi choix de films qu'il fait dans sa filmographie. Le dernier, c'était quand même A Cure for Wellness, un espèce de thriller longué de 2h30, je crois, dans une espèce de manoir de thalassothérapie un peu chelou, avec des relents de Bioshock, enfin voilà, il y a quelque chose d'irrationnel là-dedans. J'avais entendu un Américain qui disait que les bons réalisateurs sont ceux qu'on ne peut pas mettre dans une catégorie. C'était peut-être un peu rapide de dire ça, mais il est clair que Gore Verbinski est un artisan, quelqu'un qui en même temps aurait des choses à montrer. Est-ce qu'on pourrait le catégoriser comme auteur ? Je pense que ça nécessite un petit travail de développement sur sa filmographie. Ce que nous pouvons considérer ici, c'est que c'est un film à petit budget, ce qu'il n'a pas eu depuis très longtemps. Tout se passe dans des rues, des parkings, des lieux fermés. Ce ne sont pas des choses assez massives. Ce n'est pas un film du mouvement, notamment. C'est un film plutôt isolé et plutôt fixe, où les choses sont assez limitées. Ça donne un côté un peu cheapos, un peu série B par moments, notamment dans les effets de lumière, je crois surtout dans la rue. Dans la rue, il y a des effets de lumière, je n'avais pas vu ça depuis X-Files, et pas les nouvelles séries, les anciennes. Donc voilà, ça fait un peu bizarre de repartir sur quelque chose d'un peu vieillot, mais dès le départ, il y a quelque chose qui rend le film un peu irrationnel, en même temps capter l'attention du spectateur et en même temps créer une scène très longue, 11 pages de scénario de monologue. C'est un très très long monologue que fait Sam Rockwell. C'est déjà quelque chose d'éprouvant. Et à côté de ça, on a une impression de voir de l'IA un peu partout, ne serait-ce que dans peut-être même la caractérisation des personnages, les choses générées
par moments, il y a des images, je vous assure, on a l'impression qu'elles sont générées par IA. Je pense que ce n'est pas le cas, justement. Gabe Verbinski est quand même un bon faiseur d'images, il sait donner cette impression-là. Moi, je pense par exemple à cette scène où on a une des héroïnes qui se rend à une sorte de fête d'anniversaire où toutes les filles sont habillées comme des petites princesses. Voilà. Et on a ces travelling vers la table, où on a toutes ces princesses qui sont en train de pleurer avec le gâteau qui est un peu capoute. Et pour moi, ça, c'était une image typiquement générée par l'intelligence artificielle. Et le dernier acte, alors là, c'est de l'IA générative. Hein. Là, ils ont bien fait exprès de faire ça. Et je parle même pas de l'espèce de chat géant, là, avec des rats sur le cou. Enfin, un truc immonde. C'est affreux, hein. C'est presque affolant. C'est horrible. Hein. C'est ce que disait Adrien Desnouettes à France Culture. Il parlait d'apothéose numérique. On arrive à une bouillie, littéralement numérique. Mais ce travail pour rendre compte d'une IA, je pense que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore trop vu dans les productions. Alors je crois me souvenir que certaines séries récentes utilisent de l'IA pour générer certains éboulements, des choses comme ça. J'avais cru voir passer quelque chose sur X. Mais le travail pour rendre compte d'une IA alors que la chose n'est pas faite par IA est évidemment à dessein de nous mettre en garde sur la folie que nous allons sûrement faire vivre dans l'avenir avec les courts-métrages générés par IA. Et nous le savons, nous avons déjà vu des travaux par IA, notamment ce fameux Tom Cruise Brad Pitt, hein, vous voyez ce que je veux dire, et plus encore, moi j'ai vu des choses, mais des choses qui étaient texturellement intéressantes, mais qui étaient filmées d'une façon qui était déjà fausse. Donc il y aura un réapprentissage du langage, et des textures, de savoir fabriquer un film pour après générer quelque chose qui est convenable avec l'IA. Ça va passer par une grande phase vide et il se peut même que la bulle de l'IA éclate avant que ce grand passage vide soit passé par les plus téméraires des explorateurs de l'IA et des prompts. Et évidemment, tout ça n'est pas dans le film, c'est des extensions de réflexion qu'on peut se faire après avoir vu un film comme ça. Si on en a quelque chose à foutre, évidemment. Parce que le film, il ne nous donne pas forcément de quoi moudre son grain. Hein. Moi, je trouve plutôt compliqué. Moi, je lui mettrais un 11 sur 20. Ça va, ça se regarde. Est-ce que j'ai envie de le revoir? Non. Est-ce que j'ai envie de revoir juste les flashbacks? Peut-être celui des profs, et encore, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est un film dans lequel il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et c'est très long. Et ça, je pense que ça peut nuire vraiment à un plaisir de film. C'est absolument pas comme Rango, par exemple. Même je trouve que A Cure for Wellness était plus intéressant. Il était très long, beaucoup trop long, mais au moins on a ce plaisir de découvrir ce monde étrange. Alors que là, c'est un peu dépensif. Et je trouve que ça nuit beaucoup à l'intérêt que nous pourrions avoir d'un film pareil. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Un petit retour sur le dernier Gore Verbinski, sachant que la prochaine vidéo sera un essai vidéo sur Pirates des Caraïbes, entre autres. Quant à moi, je vous souhaite un très bon été, à très très bientôt pour le Nolan, et pas que lui d'ailleurs. Je vous souhaite un très bon été, merci encore pour votre soutien, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!